Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 21 mars. Pour garantir les retraites pour les décennies à venir, Lionel Jospin définit ses grands principes et le coût de cette garantie. Il reste partisan de la retraite par répartition, mais évoque la possibilité d'un allongement de la durée de cotisation pour les fonctionnaires. Le ministre des Finances, Christian Sauter, renonce à réformer son administration devant le blocus syndical. On évoque un possible remaniement ministériel. Les gendarmes ont élucidé le mystère de la tuerie de Flavin. Le meurtre de la femme, de la jeune fille, mais aussi sans doute du bébé aurait été commis par un Français réfugié aux États-Unis qui vient de se suicider. Stéphane Breitner et Thierry Curtet nous en diront plus. Le pape Jean-Paul II est en Israël. Ce soir, il est à Jérusalem et lance un appel au dialogue entre les religions monothéistes. Cinéma, sortie demain du film Hurricane Carter avec Denzel Washington, l'histoire exemplaire d'un combat contre la peine de mort, contre les dysfonctionnements de la justice américaine. Question retraite pour le Premier ministre, il s'agit d'un choix de société et de grands principes au pluriel. On doit garantir les retraites par répartition. M. Jospin n'estime pas nécessaire d'allonger la durée de cotisation du régime général, mais il veut proposer aux fonctionnaires le passage d'une durée de cotisation de 37 annuités et demie à 40, comme pour le privé. Le Premier ministre a évalué le fonds de réserve pour les retraites à l'horizon 2020 à 1000 milliards de francs. Et autour de ces grands principes destinés à garantir les retraites, le chef du gouvernement a bien insisté sur l'idée de négociation. Explication avec Jean-Bernard Schmitt et Elsa Palou. Cela ressemble à une entrée dans l'arène, tant le Premier ministre est attendu sur le dossier des retraites. La question a déjà ébranlé plusieurs gouvernements. Aujourd'hui, malgré les problèmes démographiques qui s'accentuent, Lionel Jospin entend avant tout préserver le système. Les difficultés attendues par les régimes de retraite, si elles sont réelles, ne sauraient à nos yeux conduire à remettre en cause la répartition. Les actifs continueront donc à payer pour les retraités, et cela sans travailler plus longtemps, en tout cas dans le privé. Pour les fonctionnaires, le Premier ministre propose un pacte aux syndicats. Objectif, négocier un allongement de la durée de cotisation. En contrepartie, les primes reçues par les salariés du public seront intégrées dans le calcul des pensions. Autre adaptation, les actifs pourront choisir plus librement leur date de départ à la retraite. Quant aux régimes spéciaux comme ceux des cheminots, ils sont pour l'instant préservés. Tout cela doit se faire dans la concertation. C'est pourquoi un conseil d'orientation des retraites sera créé, composé de partenaires sociaux et de parlementaires. Il devra proposer des mesures au gouvernement concernant notamment le financement. Pour l'instant, Lionel Jospin est satisfait du fonds de réserve créé l'an dernier. Un fonds qui montera en puissance pour atteindre 1000 milliards de francs en 2020. À cette somme pourront éventuellement s'ajouter les produits et dividendes des participations de l'État dans de grandes entreprises comme France Télécom. Et de plus, M. Jospin annonce une réforme des modalités de prise en charge de la dépendance des personnes âgées d'ici la fin de la législature. Alors après les détails de la répartition de la cagnotte connue la semaine dernière, les syndicats étaient évidemment très attentifs au projet gouvernemental sur les retraites. Voici leur première réaction recueillie par Cyril Devaux, Émilie Lançon et Marie-Pierre Samitier il y a quelques minutes. Je pense que nous avons marqué une série de points dans le débat public qui a permis d'influencer une part du raisonnement du gouvernement. Par exemple, le fait que le gouvernement se dise très attaché par principe au système de retraite par répartition et que les discussions à venir doivent viser à consolider ce régime par répartition est quelque chose de très important. Et la condamnation, par exemple, de recours à des fonds de pension ou à d'autres recettes qui avaient été amenées dans le débat public est quelque chose d'important pour ce qui nous concerne. Un vrai fonds de réserve conséquent, c'est une bonne proposition. Simplement, les conditions dans lesquelles le gouvernement se propose de l'alimenter, là encore, rend moins crédible l'idée que nous aurons véritablement la hauteur des moyens financiers qu'il annonce. En fait, c'est pas assez ambitieux comme proposition. Je regrette sur ce fonds que le gouvernement n'ait pas déjà décidé d'affecter au fond des actifs des entreprises publiques aujourd'hui, sans que cela n'empêche l'État de conduire toujours, bien sûr, des stratégies industrielles dans les entreprises publiques. Ça aurait donné beaucoup plus de crédibilité à ce fonds. J'ai trouvé un petit peu faible l'argumentation de Lionel Jospin sur la montée en charge du fonds de réserve. Je pense que là-dessus, il va falloir quand même que nous trouvions des ressources suffisantes pour alimenter ce fonds de réserve. À mon sens, il faudra mettre dans le fonds de réserve
soit une partie du patrimoine de l'État, dont on a déjà parlé ces jours-ci avec France Télécom, Thomson, etc., soit éventuellement une autre forme de cotisation qui ne soit pas systématiquement assise sur la masse salariale des salariés. En insistant sur sa volonté d'ouvrir des discussions, des négociations sur les retraites, le Premier ministre avait à l'évidence en tête l'idée de corriger l'image de la reculade sur la réforme de l'administration des finances. Car hier soir, les syndicats des agents des impôts ont obligé, en faisant front commun contre le projet de Christian Sauter, le gouvernement à renoncer à toute modification de l'organisation de l'administration fiscale, comme si celle-ci était une citadelle que ni la droite ni la gauche ne pouvaient affronter. Reportage Florence Griffon. Pour fêter leur victoire, ils se paient le luxe d'une dernière journée de grève. Les agents des impôts ont fait plier Christian Sauter, mais se mettent en colère lorsqu'on les soupçonne d'immobilisme. L'a priori, selon lequel les syndicats conservateurs par excellence s'opposeraient à toute réforme est complètement infondé. La meilleure preuve, on le démontre, ce sont les personnels qui sont dans la rue. Et sans le personnel, les syndicats sont... Pour Bercy, l'échec des négociations est dû à cela, la surenchère de syndicats incapables de se remettre en cause. Dans cette affaire, et pour ce qui concerne ce retrait d'un projet, les ministres avaient fait les pas nécessaires pour que le dialogue ait lieu. Seulement, il faut être au moins deux pour dialoguer, je ne suis pas sûr que ça a été toujours le cas. Déjà en 89, la gauche se heurte à la difficulté de réformer Bercy. À l'époque, Pierre Bérégovoy tente un transfert des missions de la Direction générale des impôts vers les douanes. Après un blocage quasi complet des douanes et de l'administration des finances, il doit reculer et proposer une hausse des rémunérations des agents. La droite n'aura pas plus de succès et en tire une leçon amère. Il y a des corporatismes et apparemment, les responsables syndicaux ont une plus grande longévité que les ministres. Une chose reste certaine, le ministre comme les syndicats sont convaincus qu'une réforme est indispensable. Mais aujourd'hui, Bercy reste bien une forteresse imprenable. Et selon le journal Le Monde, le ministre Christian Sauter aurait envisagé de démissionner après cet échec. Mais celui-ci était cependant tout sourire à l'Assemblée cet après-midi, tandis que Lionel Jospin défendait une fois de plus sa méthode en minimisant les conflits sociaux en cours. Philippe Boissry et Bernie Mériot ont interrogé les élus du Palais Bourbon sur ces deux actualités, la réforme avortée des finances et le plan retraite. Sur les bancs de la droite, à l'Assemblée nationale, tout le monde est bien décidé à appuyer là où ça fait mal. C'est donc Claude Allègre qu'ils veulent entendre plutôt que Ségolène Royal, quitte à risquer l'incident. Je veux que la démonstration soit faite, si vous continuez, de vos méthodes. Et c'est sur le retrait de la réforme des impôts qu'ils attendent le Premier ministre. La volonté de Lionel Jospin de faire du dialogue et de la négociation un préalable ne les a pas convaincus. On sent bien qu'il y a ou un immobilisme, ou alors une méthode, une machine, un gouvernement qui s'enraye, et on le voit aux questions d'actualité semaine après semaine. Comme c'est un problème pour le gouvernement, ce n'est pas un problème pour l'opposition. Et donc nous, franchement, conserver des ministres aussi maladroits, ça nous convient parfaitement. Vous cherchez un remaniement? Non, il n'y en a pas. À gauche, on tente d'afficher sa décontraction. On repousse toute idée de remaniement et alors que Christian Sauter s'est fait plus que discret, François Hollande tient un long conciliabule avec Florence Parly, la ministre du Budget, au trait tiré par la négociation. Un seul leitmotiv, le gouvernement travaille et d'abord sur les retraites. Nous avons d'autres objectifs, l'équité, la justice, la solidarité entre générations et une autre méthode, le dialogue et la négociation. C'est vrai que la droite peut nous faire le reproche, nous faisons une autre politique qu'elle, nous faisons une politique qui prépare l'avenir. 2 ans de réflexion, 5 rapports, un laborieux discours du Premier ministre, tout cela pourquoi? Rien décidé. Bref, aujourd'hui à droite, c'est la retraite de Lionel Jospin que l'on veut voir sonner, alors qu'à gauche, on entend bien profiter de cette réforme des retraites pour la faire rimer avec Reconquête. Alors c'est vrai, Gérard Leclerc, qu'on attendait beaucoup Lionel Jospin sur les retraites, d'autant qu'il avait peut-être dans le souvenir que Michel Rocard, ancien Premier ministre, avait dit un jour, oh là là, il y a tout pour faire sauter un gouvernement. Oui. Mais voyons la situation, les fonctionnaires dans la rue, un gouvernement qui cafouille, une opposition requinquée, on ne pouvait guère imaginer un pire scénario pour engager la réforme, vous l'avez dit, réputée explosive des retraites. Alors pour faire fond, et c'est dans son tempérament, Lionel Jospin a choisi de trancher, de désamorcer et sans doute de remanier.
Tranché, c'est Lionel Jospin qui a lui-même imposé hier soir à un ministre qui s'est dit mortifié l'abandon pur et simple de la réforme de Bercy, un double aveu d'échec de la méthode Jospin de concertation et de l'impossible réforme de l'État face à des fonctionnaires et leurs syndicats souvent engoncés dans le conservatisme. Aujourd'hui, le Premier ministre s'est efforcé de désamorcer le dossier des retraites. Pas de révolution, mais une consolidation du système de répartition. La négociation avec les fonctionnaires plutôt que les mesures imposées. Et puis un dossier élevé au rang de projet de société avec la retraite à la carte. Alors, on est presque à 3 ans de gouvernement. Est-ce qu'il faut effectivement parler de remaniement? Écoutez, il faut dire clairement la question est posée, même si elle relève du fameux « pensez-y toujours, ne le dites jamais ». À l'évidence, Christian Sauter et Florence Parly, trop technocrates, pas assez politiques, sortent amoindris des 2 bugs de la cagnotte et de leur réforme. Claude Allègre, selon un responsable socialiste, n'est plus audible, il ne peut plus être entendu par les enseignants. D'autres ministres, comme Dominique Voynet, sont à la recherche d'un deuxième souffle. Alors Lionel Jospin n'agira pas sous la pression, mais on voit mal son équipe ministérielle actuelle tenir encore de longs mois derrière un Premier ministre qui doit éviter 2 syndromes qu'avait révélé en leur temps et sous d'autres Premiers ministres le dossier des retraites, la rocardisation, on n'agit pas, ou la jupéisation, on provoque un cataclysme social, c'était en 1995. Merci Gérard. Tandis que dans cette même enceinte de l'Assemblée nationale, Ségolène Royal, la ministre déléguée à l'enseignement scolaire, annonçait que les négociations sur le plan pluriannuel dans l'enseignement pourraient aboutir dès la rentrée prochaine. Plusieurs milliers de personnes manifestaient à Paris, dans plusieurs villes de France, dont Metz, Lyon, Toulouse ou encore Marseille, toujours contre les réformes du ministre Claude Allègre, toujours aussi contre la personne de Claude Allègre. Reportage Nabila Tabouri et Guillaume Fautra. D'un côté, les lycées professionnels, de l'autre, les enseignants du second degré. C'est bien connu, l'union fait la force, alors plutôt que de manifester chacun de son côté, les 2 cortèges ont fait bannière commune, entre 15 et 20 000 manifestants et une seule et même cible, Claude Allègre, brocardé sur toutes les banderoles. La contestation enseignante s'est radicalisée et l'abandon de la réforme des impôts donne davantage de force au mouvement. Nos collègues des impôts ont fait reculer Sauter et nous pouvons, nous, tout à fait faire reculer Allègre. C'est tout le pays maintenant qui est mobilisé, pas seulement les enseignants, mais aussi les parents qui, en profondeur, ont pris conscience que c'est l'école de leurs enfants qui est en danger aujourd'hui. Maintenir la pression coûte que coûte, d'autant que Claude Allègre se montre ouvert au dialogue. Hier, il a reçu une délégation des lycées professionnels. Le ministre s'est engagé à abandonner les points qui fâchent. Nous sommes pour la rénovation et la transformation du système public, mais il faut qu'il fasse avec les partenaires sociaux, avec les personnels et qu'ils nous écoutent. La contestation s'est transformée en auto-da-fé à Besançon. Devant la préfecture, plusieurs dizaines d'enseignants et d'élèves ont symboliquement brûlé leurs cartes d'électeurs. La cité phocéenne a connu elle aussi l'affluence des grands jours. Les manifestants ont envahi la gare Saint-Charles. Les slogans visaient directement Claude Allègre. Le départ du ministre faciliterait les choses parce qu'on a été quand même plusieurs fois insulté, méprisé par ce monsieur et je crois qu'il faut démarrer sur de nouvelles bases. Pour les enseignants et leurs syndicats, cette journée est une répétition générale avant la manifestation nationale de vendredi prochain à Paris. Et la protestation publique était également aujourd'hui celle des agents de la sécurité sociale à Paris et dans plusieurs régions. Les 5 fédérations syndicales ont quitté une commission paritaire de négociation des 35 heures aujourd'hui, lançant un appel à la grève contre la remise en cause des acquis et le gel des salaires notamment. En parallèle de cette accumulation de difficultés sociales pour le gouvernement, le chef de l'État poursuit ses rencontres politiques. En fin d'après-midi, il est allé dans les salons du Sénat pour discuter avec les parlementaires de l'opposition. Reportage Javi Timbert et Patrick Desmully. Sur le carton d'invitation adressé aux députés et sénateurs du RPR, l'invité principal n'est pas mentionné. Mais c'est bien lui qu'ils sont tous venus voir, tous, c'est-à-dire les têtes d'affiche gaullistes sans exception, d'Édouard Balladur à Philippe Séguin, de Michel Alliot-Marie à Alain Juppé, tous réunis officiellement sous un climat au beau fixe. Sympathique et fraternel. S'il vous plaît. Merci. Jean Tibéry est présent lui aussi, bien décidé à approcher le président Chirac pour lui parler des problèmes foncés. Au-delà, c'est une cohorte de parlementaires de droite revigorés qui est venue ce soir écouter le président de la République. Bonjour messieurs. On a eu de bonnes législatives ce week-end et le gouvernement se trouve devant ses propres responsabilités, c'est-à-dire qu'il n'est pas très bien. Jacques Chirac est donc arrivé le dernier aux portes du Sénat pour un discours dont ses partisans attendaient beaucoup. Le chef de l'État leur a lancé 2 messages, priorité à l'unité de l'opposition, renforcement de l'action des élus sur le terrain, message reçu 5 sur 5.
Nous voulons être avec lui des hommes de dialogue. On a un gouvernement qui n'entend plus, n'écoute plus, n'a plus la capacité de comprendre ce qui se passe dans ce pays. Il a le droit quand même de temps en temps, même comme président de la République, de venir à la rencontre de celles et ceux qui, dans un passé relativement récent quand même, étaient à ses côtés et travaillaient avec lui à son élection aussi à la présidence de la République. Les parlementaires gaullistes ont offert ce soir à Jacques Chirac une sculpture japonaise représentant le grand samouraï et son écuyer. Chacun y verra le symbole qu'il veut. Le double meurtre commis à Flavin dans l'Aveyron le 14 février dernier serait élucidé. Et l'histoire est peu banale, on se souvient de ce double meurtre, d'une femme tuée, d'une jeune fille tuée, mais aussi de la disparition d'un enfant de sexomène. Stéphane Breitner, avec vous, Thierry Curtet, vous avez pu reconstituer cette enquête absolument stupéfiante des gendarmes. Et dès demain, les enquêteurs vont donner leur conclusion, leur première constatation. Et véritablement, nous sommes dans une histoire absolument incroyable, très loin des théories qui ont été échafaudées au début de l'enquête. Dans ses premières dépositions, Patrice Moulinier, le père des deux victimes, qui était à ce moment-là, il faut bien le dire, un peu plus que le témoin numéro 1, évoque un ami intime vivant à Miami. C'est la piste que les gendarmes vont remonter. Et ils ont constaté que cet ami français, quelques heures avant le double meurtre, avait pris l'avion pour Zurich, où il a loué une voiture. Il s'est ensuite rendu à Flavin. Cette voiture a effectivement été vue au village. Le matin du 14 février, les gendarmes retrouvent cette voiture à Zurich. Ils la passent au peigne fin et découvrent des traces de sang. Ces traces de sang, en fait, ce sont celles du bébé du couple, un enfant de 5 semaines qui reste toujours ce soir introuvable. Les enquêteurs se rendent ensuite à Miami. Pour eux, aucun doute, ils poursuivent le meurtrier présumé et lorsqu'ils arrivent aux États-Unis, c'est la stupéfaction. L'homme de 52 ans, un Français, s'est suicidé. Alors, est-ce qu'ils ont trouvé la personne, mais est-ce qu'ils ont trouvé le mobile? Eh bien, le mobile, pour l'instant, il faut bien le dire, reste assez flou. Les gendarmes avancent une hypothèse. Les deux couples avaient des relations très intimes, très étroites. Et c'est de ce huis clos vécu par ces 4 personnes que les enquêteurs espèrent trouver les pièces manquantes de ce qui n'est plus vraiment ce soir une énigme. Merci à vous Thierry, merci à Stéphane Breitner pour ces révélations. Le pape Jean-Paul II a quitté la Jordanie après la célébration d'une cérémonie au stade d'Amman devant plusieurs dizaines de milliers de personnes ce matin. Et puis ensuite, le souverain pontife est arrivé en Israël, par Tel Aviv, souhaitant dès son premier discours, avant de gagner Jérusalem, un accroissement du dialogue entre le christianisme, l'islam et le judaïsme. En Israël, reportage de l'un de nos envoyés spéciaux, Alain Chalvran. À 17h45 local, avec un quart d'heure de retard, l'avion jordanien, l'avion arabe, pavoisé aux couleurs du Vatican et d'Israël, tout un symbole, s'est posé sur l'aéroport de Tel Aviv pour une visite historique, malgré une pluie fine. En bas de la passerelle, le chef de l'État, Ezer Weizmann, le Premier ministre Ehud Barak et leurs épouses. Jean-Paul II fait son apparition alors que retentissent les trompettes. Le vent va l'obliger à enlever sa calotte, sous le regard un peu inquiet de ses hôtes. En bas de la passerelle, il va, comme le veut la tradition, embrasser un échantillon de terre d'Israël. Le vent, apparemment, est moins fort au sol. Protocole d'État, hymnes nationaux, et Jean-Paul II va passer en revue un détachement de Tsahal. Une image inconcevable il n'y a pas si longtemps comme celle-ci. Le souverain pontife et le chef du gouvernement israélien marchant côte à côte au rythme de Jérusalem, Shel Sahav, célébrant la conquête de la ville sainte, capitale d'Israël. Un clin d'œil que le pape n'a sans doute pas compris, mais qui ne sera pas forcément apprécié. Le président Weizmann a remercié le pape pour sa lutte contre l'antisémitisme et Jean-Paul II a lancé un appel au dialogue entre les 3 religions monothéistes, avant de conclure par un retentissant un quart d'heure de vol en hélicoptère et le pape atterrit sur le mont Scopus, où l'attend le maire de Jérusalem, Ehud Olmert. Bienvenue dans la capitale d'Israël, lui lance l'élu. Jean-Paul II marque un peu le coup. Ni le Vatican ni la communauté internationale ne reconnaissent l'annexion de la Jérusalem arabe. Dehors, la foule est enthousiaste. Début d'un voyage en Israël qui s'annonce d'emblée bien compliqué.
Alors Charles Anderlin, comment se présente ce voyage? On évoquait hier dans cette édition les menaces des extrémistes juifs ou arabes. L'accueil ce soir se présente comment? Très chaleureux. La police israélienne a reçu l'ordre d'empêcher à tout prix toute manifestation d'extrémistes palestiniens ou israéliens d'illuminés qui pourraient perturber la visite du pape. Cela dit, effectivement, tout se passe d'une manière très chaleureuse. Par exemple, la grande presse israélienne a publié ce matin des suppléments spéciaux évoquant un tournant dans les relations entre l'Église catholique et le judaïsme, entre Israël et le Vatican. Les grands rabbins d'Israël ont même publié un éloge très remarqué de Jean-Paul II. Mais trop de manifestations d'amitié pourraient être embarrassantes pour le pape. Vous venez de le voir, le maire de Jérusalem l'a salué en lui disant bienvenue à Jérusalem, capitale d'Israël, alors que le Vatican ne reconnaît pas l'annexion de Jérusalem-Est. On verra demain comment les Palestiniens ont accueilli cette petite phrase. Et puis Charles, cette visite coïncide avec un nouveau retrait effectué par Israël d'une partie de la Cisjordanie et avec également un espoir de reprise des négociations entre Israël et la Syrie. Tout à fait. Par hasard, cette visite du pape se déroule au moment de la relance du processus de paix. Les négociations israélo-palestiniennes de Washington devraient durer une dizaine de jours avant de se dérouler à nouveau à Jérusalem. Aucun accord n'est prévu avant plusieurs mois. Le président Clinton, lui, rencontrera dimanche à Genève le président Assad. On pourrait annoncer là-bas non seulement la relance très rapide des négociations israélo-syriennes, mais peut-être même un accord dans quelques semaines sur un retrait israélien du Golan. Merci Charles. Alors que le président américain Bill Clinton entamait une visite en Inde, on apprenait un nouveau massacre au Cachemire et l'échange de tirs d'artillerie entre forces indiennes et pakistanaises. Des Sikhs au Cachemire ont été massacrés par des militants islamistes. Il y aurait 36 victimes et beaucoup d'enfants notamment. Le président Clinton et le Premier ministre indien Vajpayee ont condamné ce massacre qui vient après beaucoup d'autres. Le chef du gouvernement indien aurait d'autre part promis à M. Clinton que son pays n'effectuerait plus d'essais nucléaires. La venue du président des États-Unis a suscité beaucoup de manifestations critiques en Inde à l'égard du président américain. Dernière journée de la visite officielle du roi du Maroc Mohamed VI à Paris. Le souverain a retrouvé pour un déjeuner Lionel Jospin ainsi que lors d'une signature d'un accord de conversion de créances entre la France et le Maroc. L'une des conditions de la réussite des réformes de société voulues par le jeune roi tient au redressement de l'économie marocaine. Dans le secteur de l'industrie textile et de l'habillement, le taux de croissance est en chute. D'autre part, le Maroc est très endetté. Il y a peu de marge de manœuvre pour une véritable politique sociale dans ce pays de 30 millions d'habitants, dont plus de la moitié a moins de 20 ans. Et pourtant, de jeunes chefs d'entreprise y croient. Voici deux exemples à Rabat et Casablanca, avec le reportage de Bernard Lebrun et Philippe Turpot. L'un des fleurons de l'économie marocaine, la confection. 5% de la production textile mondiale se trouve ici. Ce qui place le Maroc tout de suite derrière la Tunisie, mais très loin des pays asiatiques. Les raisons en sont connues, une main-d'œuvre féminine disponible et des salaires moyens qui vont de 1200 à 2000 francs par mois. Le jeune président de cette société a commencé avec 7 employés en 1984. Ils sont désormais 4000 et l'intégralité de leur production est exportée. 90% des employés sont des femmes, toutes sont alphabétisées. Chaque employé est responsable de son poste, c'est-à-dire responsable de sa production, de sa qualité, doit pouvoir être capable de lire un document de contrôle. Donc si c'est pas lire et écrire, c'est impossible. 47% des 30 millions de Marocains sont analphabètes et le taux de chômage en zone urbaine atteint 20%. Malgré les difficultés, Youssef a choisi de rentrer au pays. Diplômé de l'école supérieure de commerce de Nantes, il a racheté cette entreprise d'alimentation pour le bétail il y a 18 mois. L'arrivée du jeune roi fut pour lui plus qu'un espoir, un élan pour les affaires. Seulement voilà, la vieille administration conserve ses pesanteurs. Si l'impulsion a été donnée par le souverain, il faudrait que le reste suive. La bourse de Casablanca est bien la 3e d'Afrique après Johannesburg et le Caire, mais le Maroc souffre d'un très lourd endettement public. La dette publique serait de l'ordre de 75% du produit intérieur brut, sachant qu'il y a encore quelques années, à fin 1995 par exemple, elle représentait quelque chose comme 83% du produit intérieur brut.
Une goutte d'eau dans un océan, celle des investisseurs étrangers venus de France, ce laboratoire pharmaceutique qui projette la construction d'une nouvelle usine. Et les récentes manifestations islamistes n'y changeront rien. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui dialoguent, qui discutent, qui s'interrogent. Moi je le vois ici, avec mes collaborateurs et Trice. Et moi je crois que c'est bien, c'est un signe de bonne santé. Non, on n'a pas peur, vraiment pas, non, aucune crainte. Et puis heureusement, il y a l'apport en devises des 3 millions de touristes qui visitent chaque année le pays. Apport légèrement inférieur toutefois au transfert financier des 700 000 immigrés marocains travaillant en France. Tôt ce matin, dans la cour de la mairie de Verdun, le conducteur d'un camion a débarqué 23 personnes, 12 adultes et 11 enfants venus du Kosovo. Ces Kosovars s'étaient rendus en bateau en Italie, mais on ne sait pas pourquoi ils ont été abandonnés dans cette cour de la mairie de Verdun, puis ensuite ils ont été hébergés, ils ont demandé l'asile politique. Aux Philippines, la police semble multiplier ses recherches pour tenter de retrouver Alfred Sirvin, l'homme clé présumé de l'affaire Elf. Ce sont les proches ou la famille de la femme d'Alfred Sirvin qui font l'objet maintenant de toutes les surveillances et contrôles, comme l'a constaté notre envoyé spécial Michel Fine. Il faut rouler 3 heures depuis le centre de Manille pour arriver dans ce petit paradis vert. La maison de Raphaël est là. Raphaël, c'est l'ancien mari de Vilma Medina, la compagne philippine d'Alfred Sirven. Les agents du Bureau national d'investigation sont venus pour l'interroger. Est-ce que M. Sirven est là? Non, il n'est pas là. L'homme au fond de la cour explique que Raphaël n'est pas là et manque de chance, il ne sait pas où le trouver. Il travaille ici depuis seulement 1 an, il ne connaît personne, il n'est là que pour s'occuper des coqs. Car Raphaël Medina, le mari de Vilma, organise des combats de coqs dans la région. L'interrogatoire continue, cette fois sous le préau. Vous avez déjà vu ce type? Non, pas trop, je ne l'ai jamais vu. Sirven, personne ne l'a vu. Quant à Vilma, elle ne vivrait plus ici depuis au moins 10 ans. Et pourtant, dans cette maison en apparence inhabitée, nous avons découvert plusieurs photos récentes de Vilma. Les policiers pensent qu'Alfred Sirven a beaucoup investi ici aux Philippines. La famille de Vilma se serait enrichie grâce à lui. Son ancien mari se fait d'ailleurs appeler ici Don Raphaël. Vous savez, quand on vous appelle Don ici, ça veut dire que vous êtes très riche. Est-ce que vous pensez que l'argent de Raphaël vient de Sirven? Oui, je présume. Les uns après les autres, tous les membres de la famille de Vilma Medina, la compagne d'Alfred Sirven, sont convoqués ou reçoivent la visite de la police. C'est en effet toute la stratégie des enquêteurs, mettre la pression sur l'entourage d'Alfred Sirven, sur ceux qui éventuellement pourraient l'aider ici aux Philippines, afin de les inciter à coopérer. À Saint-Galmier, dans la Loire, ce matin, un train de marchandises a déraillé. Le convoi transportait des produits chimiques. Il n'y a pas eu de victimes, mais un dispositif de sécurité important puisque les matières contenues dans les citernes étaient dites dangereuses. Et l'on a craint un temps les effets des émanations des produits chimiques, notamment de l'acide citrique. Un dispositif anti-pollution de la rivière La Coise, toute proche, a été installé. Ce soir, le dispositif d'intervention a cependant été allégé. Une famille d'Epsic, dans le Bas-Rhin, vit un véritable cauchemar depuis 12 ans. Pour faire construire leur maison, ils s'étaient adressés à un entrepreneur, en fait un escroc qui depuis s'est enfui à l'étranger après avoir détourné l'argent des emprunts destinés à payer les entreprises. Les dettes depuis se sont accumulées, la maison a été vendue aux enchères et la famille n'a plus rien pour vivre. Récit Christine Boss et Sylvain Gauthier. Depuis quelques jours, le téléphone de la famille Ferme n'a jamais autant sonné. Les messages de solidarité affluent de toute la France. Si vraiment ça fait plaisir à vos petits, à votre dame, pas de problème, monsieur. Ben oui, C'est vraiment de très très bon cœur que je ne peux pas vous dire mieux. Je vous prête ce chahut. Voilà. Vous savez, ça fait 11 ans que mes enfants ne sont pas partis en vacances. 11 ans de galère pour un rêve bien légitime, l'accession à la propriété. En 1988, Pierre Ferme et sa compagne s'adressent à un promoteur immobilier qui livrait des maisons clés en main pour 500 000 francs. Le promoteur avait pignon sur rue et des méthodes d'escroc. Il détournait les emprunts de ses clients et se gardait bien de payer les entreprises. Ses victimes, une trentaine dans la région, sont toutes modestes. Avoir une maison, c'est le rêve de tout le monde. Mais quand ce rêve devient cauchemar, ça devient un enfer. C'est ce que ça veut dire. Tout ça à cause de la faute d'un escroc.
Quand vous avez tous les entrepreneurs qui viennent à votre porte en disant que ce n'est pas payé, quand vous avez des arrêts saisis sur salaire, quand vous avez des arrêts saisis sur compte bancaire, à un certain moment, ça ne va plus. On n'arrive plus à survivre. Impossible, avec son seul salaire de chauffeur routier, de faire face aux échéances. La maison vient d'être vendue aux enchères. L'escroc, qui a bien été condamné à 2 ans de prison et a remboursé ses victimes, a pu, à la faveur d'un appel, se faire la belle. Il coulerait actuellement des jours paisibles au Togo. Je ne comprends pas qu'on escroque les gens et que les gens qui essayent de bonne foi d'essayer de faire quelque chose, c'est là qu'on empoisonne la vie. Et on nous a empoisonné notre vie pendant 11 ans. Le couple et ses 2 enfants risquent de se retrouver à la rue, comme d'autres victimes du même escroc, dans ce lotissement. L'assureur AXA et l'association de parents d'enfants handicapés l'UNAPEI sont parvenus à un accord qui devrait assurer la pérennité des 7000 contrats d'assurance souscrits par les parents d'enfants handicapés. L'association des maires de France organise depuis hier à Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire, une rencontre sur le thème de la sécurité urbaine de proximité. Depuis 2 ans, l'État encourage les villes ou les départements à signer des contrats locaux de sécurité, c'est-à-dire un véritable partenariat entre tous ceux que la délinquance concerne, depuis les policiers et les élus jusqu'aux acteurs associatifs. Un partenariat qui débouche souvent sur des stratégies communes de lutte pour une meilleure sécurité urbaine. Exemple avec le reportage à Grenoble de Pascal Doucet-Bon et Thierry Breton. Un des 2 jeunes était de l'établissement et donc on a prévu un conseil... Il y a encore quelques années, cette discussion n'aurait certainement pas eu lieu. Madame la principale d'un collège de Grenoble réclame la vigilance de la police. Elle préside un conseil de discipline dans quelques jours et craint quelques débordements. Au cas où, elle en informe les îlotiers directement et simplement. On a des contacts directs. Bien sûr, quand il y a un événement important, ensuite, moi, je faxe l'événement à l'inspecteur d'académie dans la demi-heure, enfin tout de suite, dès que je peux, pour qu'il soit au courant. Mais sinon, je ne demande pas, si vous voulez, la permission à l'inspecteur d'académie. Dans le quartier Mistral, comme ailleurs à Grenoble, cette petite révolution n'étonne plus personne. La police de proximité s'est installée il y a plusieurs mois, avant même la signature du contrat local de sécurité, cet engagement écrit qui lie tous ceux qui sont concernés par la délinquance et plus seulement la police. Deuxième exemple, dans les bureaux du procureur cette fois. Les élus, la police et les associations de quartier reprochaient à la justice son incapacité à traiter les petits délits. Alors le parquet a lui aussi changé ses habitudes. Cette jeune fille de 15 ans a frappé sa voisine qui lui avait chippé son petit ami. Non mais la contravention de 5e classe, c'est quand même fixé à 10 000 francs. L'homme qui la sermonne est un policier à la retraite, recruté pour ce genre de cas. Il n'explique pas tout de suite à l'adolescente qu'il va demander le classement de l'affaire, et surtout il ne la laisse pas repartir sans fixer une peine, même symbolique. Lui fera une lettre d'excuse, et pas de ligne, hein. C'est pas je m'excuse de t'avoir... Bien sûr, cela ne comble pas le manque de moyens de la justice, mais au moins la philosophie des contrats locaux de sécurité est-elle respectée? Traiter les micro-événements comme les faits les plus graves. Troisième exemple, quartier Mistral. L'office HLM va détruire une partie de cet immeuble. Pour cela, il a dû obstruer certains passages. Et les murs érigés dans la journée sont systématiquement détruits dans la soirée. Quelqu'un n'aime pas qu'on lui barre la route. Il y a quelques années, seul l'office HLM, la mairie et la police auraient réfléchi aux causes de ce vandalisme. Là, l'événement réunit tout le monde. De madame la principale, au maire ou à son représentant, en passant par le travailleur social et les policiers municipaux ou nationaux. Je suis incapable de vous le dire avec précision. Il y avait des petites guéguerres de chapelle entre animateurs éducateurs par rapport à une certaine fonction sur les quartiers. Et là, ça s'est élargi à effectivement un certain nombre d'intervenants. D'autres intervenants qui ont dû mettre un mouchoir sur leur corporatisme. Bien sûr, la méthode n'a rien de miraculeux. Mistral a connu une émeute en 99. Dans un autre quartier, des voitures flambent depuis quelque temps. Mais la petite délinquance a chuté de 8% à Grenoble l'an dernier. Et le partenariat y est certainement pour quelque chose. Le président du Sporting Club d'Orange a l'intention de déposer plainte après avoir reçu samedi dernier, près de Bastia, lors d'un match comptant pour le championnat de France de football de 5e division, des menaces. Des menaces proférées par des hommes armés et encagoulés dans les vestiaires de Luciana, près de Bastia. L'équipe d'Orange a perdu le match. Du cinéma avec la sortie demain du film du Canadien Norman Jewison, Jochen Carter. Incarné par Denzel Washington, ce film raconte l'histoire d'un boxeur noir qui rêvait de devenir champion du monde et qui a passé près de 20 ans
en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. C'est l'histoire d'une résistance acharnée contre l'injustice, une résistance qui se poursuit puisque Hurricane Carter combat tous les jours encore contre les graves erreurs de la justice américaine. Voyez le reportage de nos correspondants Étienne Lénart avec Aaron Gamon et Pascal Deschamps. Ces temps-ci, lorsque Rubin Carter apparaît en public, il est assuré de faire sale con. Et ce soir-là, ils sont 3000 venus l'entendre évoquer sa propre expérience, ses 20 années en prison pour un triple meurtre qu'il n'a pas commis. Hurricane raconte son histoire, et à l'écran, Rubin est incarné par Denzel Washington. Ce qui est bien avec Denzel Washington, c'est qu'à chaque fois, il arrive à embellir les gens. Même moi, ce mec est un rêve. Et vous voyez cette ceinture, ma ceinture de champion. Elle est surtout le symbole d'une victoire sur la vie. Venez, venez! Donne-moi la clé! Fouquet! J'ai rien fait! Je n'ai rien à faire ici! Calme-toi, champion. La victoire de Rubin Carter, c'est d'abord d'avoir réussi, après la révolte, à accepter l'injustice. Cette métamorphose passera par la méditation dans son pénitencier du New Jersey et surtout par la rédaction d'un livre, un ouvrage qui raconte sa vie. Ils veulent fouiller ma cellule, Jimmy. Ils vont trouver mon manuscrit. Ce bouquin, c'est la seule chose qui peut réussir à me faire sortir d'ici, tu comprends? C'est la seule chance que j'ai de sortir un jour d'ici. Je crois qu'en prison, Rubin a appris à accepter sa condition de détenu, pour ne se battre que sur l'essentiel, son esprit et sa survie. De procès en procès, il réussira en 1985 à prouver son innocence. Dans l'Amérique des années 70, l'écho de son combat pour la justice rencontrera un large soutien, celui de Bob Dylan notamment, qui lui dédiera une chanson. Ces 20 ans en prison, finalement, m'ont donné la chance unique de me découvrir moi-même. Et ça, c'est un miracle. Aujourd'hui, à la tête d'une association qui se charge de dénoncer les erreurs judiciaires, Rubin Carter parcourt les États-Unis à la recherche de bonnes causes à défendre. Et sans s'apitoyer outre mesure, on le voit sur son passé à lui, sur ce combat que beaucoup d'autres n'auraient jamais eu la force de mener. Hurricane Carter, c'est demain sur les écrans. Et puis maintenant, un salut amical et nos encouragements à la nouvelle chaîne parlementaire de l'Assemblée nationale qui sera dirigée par Yvan Levaille, qui faisait ses débuts aujourd'hui sur le câble et par satellite. Quant à la chaîne du Sénat, présidée par Jean-Pierre Elkabbach, elle suivra le 25 avril prochain. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle 3 informations que nous avons développées. Tout d'abord concernant les retraites. Garantir les retraites pour les décennies à venir. Lionel Jospin définit ses grands principes et le coût de cette garantie. Il reste partisan de la retraite par répartition, mais évoque la possibilité d'un allongement de la durée de cotisation pour les fonctionnaires. Les gendarmes ont élucidé le mystère de la tuerie de Flavin. Le meurtre de la femme, de la jeune fille, mais aussi sans doute du bébé, aurait été commis par un Français de 52 ans, réfugié aux États-Unis, qui vient de se suicider. Et puis le pape Jean-Paul II est en Israël. Ce soir, il est à Jérusalem et il vient de lancer un appel au dialogue entre les 3 religions monothéistes. Dans quelques secondes, vous retrouverez Sophie Davant pour la météo. Et puis à 20h50, un film qui pulse beaucoup, Passager 57 avec Wesley Snipes. À 22h25, La vie à l'endroit sur les hommes et les femmes de la nuit, présenté par Mireille Dumas. 0h10, le dernier journal de la rédaction avec Florence Duprat. Demain à 7h50, Françoise Laborde recevra Bertrand Delanoë, qui est le candidat à la candidature de la PS de la mairie de Paris. À 13h, vous retrouverez ici même Carole Gessler et Rachid Arad. À demain à 20h. Bonsoir, merci.